frappe de la Russie contre les forces américaines, déclaration officielle de Moscou adressée à Washington, et appel urgent des militaires à Vladimir Poutine, l'armée passe en mode d'alerte maximale et les réservistes sont mobilisés pendant que l'Union européenne réagit. Volodymyr Zelensky rejette la proposition de Vladimir Poutine, répond pour la première fois à Alexandre Loukachenko et évoque une attaque russe contre le Kazakhstan, alors que la Maison-Blanche publie pour la première fois un plan de 20 points pour mettre fin à la guerre, incluant le retrait des troupes, une amnistie et un gouvernement provisoire dirigé par Donald Trump et un ancien Premier ministre britannique. Retour du russe chez les Ukrainiens, analyse de l'ampleur du phénomène et réponse du défenseur de la langue d'État. Pendant ce temps, l'Allemagne critique le projet européen de mur des drones, et la Hongrie menace de quitter l'OTAN en laissant un vide aérien de 96 000 km². N'hésitez pas à soutenir cette vidéo en laissant un j'aime et en la partageant sur vos réseaux sociaux. Il est temps de faire une pause pour le thé. En Ukraine, on observe un recul notable dans l'usage de la langue nationale. Une partie de la population, qui était passée à l'ukrainien lors du début de la Grande Guerre, retourne désormais au russe. Ce phénomène a été confirmé par Olena Ivanovska, commissaire à la protection de la langue d'État. D'après elle, ce retour en arrière concerne avant tout le secteur de l'éducation. Ivanovska juge cette évolution alarmante et l'explique notamment par la psychologie humaine qui s'habitue progressivement à la guerre. Rappelons qu'en 2022, la langue russe était perçue par les Ukrainiens comme celle de l'agresseur. Mais aujourd'hui, une partie de la société revient à ses anciennes habitudes linguistiques. Ivanovska s'adresse aussi aux jeunes parents s'exprimant en russe devant leurs enfants. Selon elle, ils enchaînent ainsi leur progéniture à une langue dont il sera difficile de se libérer plus tard, surtout si ces parents souhaitent élever leurs enfants pour l'Ukraine. C'est une citation. Ivanovska a également réagi au scandale impliquant la blogueuse Olena Manziuk, qui avait déclaré que ses enfants pourraient frapper d'autres pour usage du russe. La commissaire estime qu'une telle déclaration mériterait des excuses. Un équilibre est nécessaire. Des positions extrêmes, jusqu'à l'agression physique, sont inacceptables. Les blogueurs doivent captiver leur public. Une personnalité lumineuse qui transmet du contenu constructif en langue nationale mérite d'être honorée. Ceux qui disposent d'une audience conséquente doivent assumer la responsabilité de chacune de leurs paroles et des messages qu'ils relayent à leurs abonnés. Ivanovska souligne également que les contenus russes durant la guerre sont une forme de puissance douce qui influence insidieusement les esprits, banalise l'agression et brouille l'identité. C'est pourquoi l'Ukraine cherche dorénavant à collaborer avec de grandes plateformes comme YouTube afin que les contenus russes ne soient pas suggérés automatiquement, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas proposés en recommandation. Les forces armées allemandes s'approchent toujours davantage des frontières de la Russie et de la Biélorussie. La Bundeswehr vient d'inaugurer une nouvelle base logistique destinée à sa brigade stationnée en Lituanie, précisément dans la commune de Rukla. À vol d'oiseau, il y a 150 km jusqu'à l'enclave de Kaliningrad et jusqu'à la frontière biélorusse. Sur une superficie de près de 20 hectares, une véritable ville militaire a vu le jour, comprenant plus de 15 000 mètres carrés d'ateliers, d'entrepôts et de quartiers généraux. Cette base deviendra le centre névralgique de l'entretien de véhicules blindés, de moyens logistiques et de systèmes de reconnaissance, véritable cœur logistique des troupes allemandes dans la région. Le projet a été financé par Berlin. L'Allemagne affirme sa détermination à protéger les pays baltes, désignant la Russie comme principale menace. Cela signifie pour nous que nous continuerons à répondre collectivement et de manière responsable à toute agression russe. Notre politique de dissuasion et de défense, fondement même de l'Alliance, est ainsi considérablement renforcée. Voilà pourquoi nous sommes présents ici. L'Allemagne prend au sérieux ses obligations, tient parole et se tient solidairement aux côtés de ses alliés, prête à défendre la région baltique. Dans le même temps, l'ambassadeur russe en Allemagne a affirmé que Berlin avait déjà franchi toutes les lignes rouges, notamment en matière d'aide à Kiev. Toutes les lignes rouges seraient désormais dépassées, ce qui est, selon lui, fort regrettable. Sincèrement,
Il ne s'attendait pas à ce que des responsables allemands raisonnables procèdent à un tel changement de cap, allant jusqu'à livrer à l'Ukraine des armes létales, incluant de l'armement capable de frapper en profondeur le territoire russe. Il fait notamment référence aux missiles Taurus. À l'heure actuelle, il semblerait que ces missiles ne soient pas encore livrés, mais la presse en parle abondamment. Il n'a pas non plus entendu de démenti concernant l'arrivée, à partir de 2026, de missiles américains à portée intermédiaire en Allemagne, missiles dotés d'une longue portée. Un froid glacial pour les Européens s'installe à nouveau. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a d'ailleurs tempéré l'enthousiasme autour du projet européen de mur de drones à la frontière orientale de l'OTAN, rapporte Politico. Pour mémoire, ce projet vise à créer un système intégré de défense anti-drone pour protéger l'espace aérien et les infrastructures sur tout le continent. Pistorius estime qu'il faudrait plutôt miser sur des systèmes de défense aérienne flexibles et puissants, plutôt que sur une grande idée tapageuse. Par ailleurs, il estime que ce mur de drones ne verra pas le jour avant 3 ou 4 ans. Simultanément, The Telegraph évoque un risque de faille béante dans ce mur, la Hongrie ne souhaitant pas rejoindre le projet, ce qui laisserait une brèche potentielle de 96 000 km² au cœur du dispositif européen de défense. Des experts préviennent que, sans la Hongrie, ce projet risquerait de devenir une nouvelle ligne Maginot, un bouclier onéreux mais inefficace, contourné aussi facilement que l'ont été les fortifications françaises lors de la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce temps, au Danemark, l'armée a été placée en état d'alerte maximale, les réservistes ayant reçu l'ordre de rejoindre leurs unités. Cette mobilisation est due à de récents incidents impliquant des drones. La presse précise que, pour l'instant, aucune déclaration officielle ou appel public à la mobilisation n'a été proclamée. En Hongrie, les médias ukrainiens ont été interdits. Budapest a bloqué l'accès à 12 principaux portails d'information ukrainiens. Cette décision constitue une réponse miroir à la censure exercée par Kiev, selon Gergely Gulyas, chef de cabinet du Premier ministre hongrois. Parmi les sites concernés figurent Ukrainska Pravda, Levyi Bereg, tsn.ua et d'autres plateformes populaires en Ukraine et à l'étranger. L'Ukraine, candidate à l'adhésion à l'Union européenne, a bloqué des sites d'actualité étrangers, notamment hongrois, parce qu'ils se sont permis de critiquer la politique de sanctions contre la Russie ou l'aide militaire à l'Ukraine, ou encore de présenter l'Union européenne et l'OTAN comme des organisations divisées et peu efficaces. Le véritable crime, selon Budapest, aurait été d'oser écrire sur l'influence de la fondation Soros. Viktor Orban, de son côté, poursuit ses critiques envers Kiev. Lors d'une récente interview, le Premier ministre hongrois a déclaré que l'Ukraine n'était pas un État souverain et qu'elle ne pourrait pas tenir un seul jour sans le soutien militaire occidental. Selon Orban, l'Europe n'est intéressée par la guerre que dans l'espoir de s'approprier les territoires ukrainiens non conquis par la Russie. Il estime que l'actuelle politique européenne vis-à-vis de l'Ukraine relève à nouveau de logiques néocoloniales, guidées par les ambitions des grandes puissances. En somme, la guerre en Ukraine serait, selon lui, motivée par le désir de l'Occident de ne pas laisser échapper l'opportunité de partager le territoire ukrainien. D'ailleurs, il précise que les États occidentaux ne combattent pas les Russes. La Russie s'est déjà emparée de 20% du territoire ukrainien, et l'Occident estime avoir le droit de prendre le reste. Volodymyr Zelensky a rejeté les récentes offres de Loukachenko. Il n'a pas répondu à la dernière déclaration de Minsk, qui affirmait être prêt à discuter avec Kiev pour mettre fin à la guerre et qu'une bonne proposition avait été transmise à l'Ukraine via Donald Trump lors d'une rencontre en Alaska. Zelensky a confié qu'il avait du mal à réagir aux propos de Loukachenko, expliquant que ce dernier vit dans son propre univers, qu'il a construit et où il s'est isolé depuis 3 décennies, une maison à l'échelle d'un pays. Il souhaiterait que Loukachenko se souvienne que la Biélorussie est un État indépendant. Parfois, Poutine vient lui rendre visite dans ce monde à part, et ils y discutent, 2 hommes âgés. Commenter cela est difficile, autant les laisser dialoguer. Lors de son allocution, Zelensky a également insisté sur la nécessité pour l'Europe de s'unir face à la Russie. Il a aussi évoqué le Kazakhstan et d'autres pays autrefois membres de l'URSS, affirmant que la Russie menace également ces États.
Je cite. Là-bas aussi, son agressivité pourrait s'étendre. Fin de citation. Il estime que des risques existent aussi bien pour le Kazakhstan que pour d'autres régions. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, dit-il, car je ne sais pas ce que pense Poutine. Voilà pourquoi il faut être prêt à se défendre, plutôt que de deviner où il compte aller. En Ukraine, des responsables évoquent la perspective d'une fin rapide de la guerre, espérant que les hostilités pourraient cesser dès cette année. La résilience ukrainienne n'est pas la cause d'un conflit sans fin. Leur souhait est de clore la guerre en 2024. Après la rencontre à New York entre les présidents Zelensky et Trump, un nouvel élan se serait dessiné. Il convient toutefois d'être prudent dans les pronostics. La diplomatie a pris un rythme nouveau, orienté dans la bonne direction. À Moscou, on affirme au contraire que l'Ukraine porte la responsabilité de l'échec des négociations, et non la Russie. La dynamique sur le front diplomatique est absente, mais ce n'est pas de la faute du Kremlin, selon Peskov. La commission de la Douma russe a réagi aux récentes déclarations américaines au sujet des missiles Tomahawk, précisant que ces engins ne font pas peur, mais que leur apparition provoquerait une riposte russe visant les troupes américaines. Le porte-parole du président russe a déjà déclaré que cela ne changerait rien, ajoutant qu'il sait abattre diverses cibles aériennes. La difficulté serait surtout du côté américain. Dans les conditions actuelles, ce sont leurs propres spécialistes, officiers, soldats et techniciens qui devraient se lancer ces Tomahawks et ils deviendraient alors des cibles. Personne ne les protégerait, ni Trump, ni Kellogg, ni aucun autre. À eux de réfléchir à leur choix. Rappelons qu'aux États-Unis, la livraison de Tomahawk est encore en discussion. Mais, comme l'a précisé le vice-président américain Vance, la décision finale revient à Trump. Pendant ce temps, le ministre britannique de la Défense, John Healey, a adressé un message direct à Vladimir Poutine, déclarant que Londres ne cesserait pas de fournir des armes à l'Ukraine et que Poutine ne l'emporterait pas. Monsieur le président Poutine, vous ne remporterez pas la victoire. Cessez les tueries, entamez des négociations, trouvez la paix. Nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, a-t-il affirmé lors d'une allocution à Liverpool. Amis, dont ceux qui nous suivent depuis le Kazakhstan, estimez-vous que votre pays est menacé, comme l'affirme Zelensky? Et, plus généralement, que pensez-vous des propos de Kartapolov sur une possible frappe contre les troupes américaines, ou du message de John Healey à Poutine? Partagez vos avis dans les commentaires sous la vidéo. Merci à tous ceux qui, au lieu de polémiquer, partagent des réflexions ou de belles citations. Je vous invite de nouveau à soutenir la vidéo avec un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune publication. Merci encore, je poursuis. En Russie, la mobilisation d'automne pour le service militaire est la plus importante de ces dernières années. Selon un décret de Vladimir Poutine, cette année, 135 000 hommes âgés de 18 à 30 ans seront appelés sous les drapeaux, soit 2 000 de plus qu'à l'automne 2024, rapporte le Moscow Times. Le média précise qu'au printemps dernier, il était prévu d'envoyer 160 000 recrues. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis 14 ans. Sur l'ensemble de l'année 2025, ce sont 295 000 personnes qui seront mobilisées, un nouveau record selon la même source. Rappelons qu'il y a une semaine, l'état-major russe avait assuré que tous les conscrits serviraient exclusivement sur le territoire national, sans être envoyés au front. L'Ukraine s'attend à une intensification rapide de son potentiel militaire. Kiev devrait recevoir prochainement des avions de chasse Gripen suédois et Mirage français, ainsi que des F-16 américains. Cette annonce a été faite par Hennady Avrilyuk, vice-ministre ukrainien de la Défense, dans une interview à la BBC Ukraine. Toutefois, il n'a pas précisé à quelle date exacte ces appareils arriveraient dans le pays. Le ministère de la Défense a ajouté que Kiev a également sollicité auprès de ses partenaires au moins 10 systèmes Patriot. À ce jour, les forces ukrainiennes utilisent les missiles Patriot uniquement pour intercepter des missiles balistiques russes en raison de leur rareté, selon l'état-major. Le général a reconnu que l'Ukraine a demandé des missiles non seulement pour les batteries Patriot, mais aussi pour d'autres systèmes de défense aérienne, afin de mieux répartir la charge entre différents niveaux de protection et de disposer de réserves en cas d'intensification des attaques massives.
Après une rencontre avec Benjamin Netanyahou, Donald Trump a publié un plan détaillé pour la fin de la guerre à Gaza. Ce plan, composé de 20 points, prévoit de transformer Gaza en une zone exempte de toute activité terroriste. Tous les tunnels, usines d'armement et infrastructures militaires seraient détruits. Le Hamas devrait déposer les armes et se retirer complètement du pouvoir. Une fois l'accord trouvé, la guerre cesserait immédiatement. Israël retirerait ses troupes et libérerait des prisonniers en échange de la libération de tous les otages. Les membres du Hamas qui renonceraient à la violence bénéficieraient d'une amnistie ou pourraient quitter Gaza en toute sécurité. Une aide humanitaire serait envoyée sans délai, les infrastructures, hôpitaux et routes seraient réhabilitées. Un comité technocratique palestinien, sous supervision d'un conseil international dirigé par Trump, prendrait temporairement la gestion du territoire. Ce conseil réunirait des chefs d'État et des leaders internationaux, comme l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, pour superviser la reconstruction, le financement et les processus politiques. Enfin, le plan précise que si le Hamas refuse, il serait appliqué dans les zones de Gaza sous contrôle de la communauté internationale. Au Kazakhstan, un scandale a éclaté autour d'une installation sanitaire. Il s'agit des toilettes du stade central d'Almaty, où un journaliste étranger venu couvrir un match de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Kairat Almaty s'est arrêté. L'état vétuste des sanitaires, datant encore de l'époque soviétique, a tellement frappé le reporter qu'il a publié une vidéo sur cette curiosité locale. Le clip est rapidement devenu viral et a suscité des milliers de commentaires. Près d'un mois auparavant, la direction des installations sportives d'Almaty avait pourtant assuré que de nouvelles toilettes seraient installées pour le match Real Kairat. Les Kazakhs expriment leur honte pour l'un des stades emblématiques du pays et accusent les autorités de corruption. Des citoyens ouzbeks se retrouvent bloqués en Russie. Dans la région de Toula, 13 ressortissants ouzbeks, dont 5 femmes, sont détenus depuis 8 mois. Ils sont accusés d'infraction aux règles migratoires. Selon le site Kun.uz, toutes ces personnes travaillaient dans un complexe hôtelier local. Après la découverte de l'irrégularité de leurs papiers, elles ont été envoyées en centre de détention. Les ressortissants ouzbeks affirment qu'ils ne sont pas traités en tant qu'accusés, mais comme témoins. Leurs multiples requêtes auprès de l'ambassade et des services consulaires, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur, sont restées sans réponse. Ils dénoncent des conditions de détention difficiles, un manque d'alimentation et de soins médicaux. Certains se sont vus proposer de partir combattre en Ukraine, offre qu'ils ont refusée. Ils précisent dans leurs lettres qu'ils possèdent des billets de retour et qu'ils sont prêts, si nécessaire, à être expulsés à leurs frais.